Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, j'accueille et discute avec Guillaume alias Super Echo, un créateur de contenu principalement sur YouTube où il fait des vidéos dans lesquelles il apprend des compétences diverses et variées qui lui plaisent et qu'il a toujours voulu apprendre, comme l'apnée, la résistance au froid ou à l'inconfort social, ou encore comme le lancer de shuriken et les gestes de premier secours. On discute de comment il a créé sa chaîne YouTube, premièrement pour se forcer à réaliser ses rêves, et on va discuter de l'origine de son nom et de la thématique de sa chaîne. On va parler du format des expériences sur YouTube, où on apprend quelque chose en X jours, dans lequel il était d'ailleurs l'un des premiers sur le YouTube francophone à présenter ce type de format. On va parler de la comparaison des youtubeurs entre eux, ainsi que vis-à-vis d'eux-mêmes et de nos vidéos les unes par rapport aux autres, et comment choisir les sujets en fonction du potentiel de vue versus est-ce qu'on a vraiment envie de faire la vidéo. On va discuter du fonctionnement du CNC, cet organisme qui donne des bourses aux youtubeurs, et il va nous expliquer comment il a eu la sienne. Et on va terminer par comment est-ce qu'il tente de s'en sortir financièrement sur YouTube depuis le début et comment il se bat pour pouvoir vivre de ses créations sans avoir de travail régulier en parallèle. Et bien entendu, on va discuter de ses projets pour la suite. Voilà une discussion très sympathique, je te laisse tout de suite l'écouter. Sans plus attendre, voici ma discussion avec Super Echo. Les gens m'aiment pas trop, donc en fait ils me parlent, ils sont comme ça. Ouais, c'est le Covid alors, en plus ça aide pas. C'est l'excuse, alors ils ont le masque, mais en plus ils regardent pas non plus. C'est intéressant ce que tu dis. Bon Guillaume, tu viens de me raconter une blague sympathique, très drôle. Très drôle. J'en profite pour rebondir, pour commencer. Comment est-ce que tu as commencé sur YouTube? Pourquoi t'as commencé à faire des vidéos sur YouTube? Parce que j'avais pas d'argent. Parce que t'avais pas d'argent. Je me suis dit je vais faire fortune sur YouTube. Ah toi aussi t'étais là, c'était ça. La vers l'or sur YouTube. Ah tu faisais partie de cette... Le gros déclencheur. Cette époque. Bon moi le gros déclencheur pour me lancer sur YouTube, ça a été la question qui m'a un peu toujours suivi de par mes lectures, tout ça, c'est comment je vais être heureux. Donc c'est la question un peu cliché, tu vois, mais je l'avais très tôt en fait. C'est-à-dire que même à 18 ans, je me disais... j'ai pas envie de faire comme mes parents, de faire avoir un emploi fixe dans un truc que j'aime pas, donc j'avais déjà ce fil conducteur de qu'est-ce que je peux faire qui peut me rendre heureux. Donc j'ai essayé plusieurs trucs, j'ai fait les cours Florent, j'ai fait une école de journalisme, et à l'issue de tout ça, j'ai pas trouvé mon bonheur. T'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir, c'était 2000, la fin des cours c'est 2015. Donc t'avais 24, 25. Ouais, 25. Et aujourd'hui t'en as 28. 28, ouais. Et du coup je savais pas trop ce que je voulais faire, donc même après l'école de journalisme et les cours Florent, j'ai fait livreur à vélo, j'ai fait community management, tout ça, donc j'étais un peu perdu. Touché un peu à tout quoi. Ouais. Toujours dans cette quête de je trouve quelque chose qui me plaise vraiment. Ouais, et c'était déjà un peu ça, tester plein de choses, tester différentes études, tester différents jobs, j'avais déjà ce truc là où j'étais curieux de tout et je trouvais pas, donc j'ai toujours été généraliste. Et en fait, du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Et il y a un pote qui m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas de la vidéo, tu vois? Et il m'a aidé à acheter ma caméra, tout ça, donc j'ai commencé à pas faire de vidéo, mais c'est pas encore pour YouTube. Et en fait, j'avais une liste de choses que je voulais faire, genre tiens, j'aimerais bien apprendre ça, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien tester ça. Une grosse liste que je faisais depuis des années, et qui restait dans un placard, tu vois. Et il y avait un côté... c'est con d'avoir ce truc là et j'ai l'impression que si je fais ça c'est vraiment le truc qui me plairait parce que dans cette idée d'apprendre des choses j'avais une idée de devenir un peu déjà un super héros, c'est un truc qui m'a un peu toujours un super héros, oui, on comprend un petit peu quand on regarde quelques-unes de tes vidéos, on sait que t'es pas mal influencé par la culture des films, des séries, des super héros notamment. C'est ça. Et du coup cette idée là c'était moi qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est quand je me rapproche de cet idéal d'être un super-héros. Donc c'était un peu un truc plus philosophique que réaliste, hein. J'allais pas me mettre en collant et aller sauver les gens dans la rue. Ouais. Mais tu vois, il y avait des compétences comme le combat, comme le parcours, qui étaient des trucs qui me rapprochaient en fait de cet idéal-là, et il y avait plein d'autres choses. Et en fait, je me suis dit, je vais commencer par le premier truc, c'est j'ai envie d'avoir un corps musclé, parce que les super-héros sont musclés, parce que c'est un peu l'idéal... visuel qu'on a du super-héros. Donc j'ai commencé la chaîne en me disant j'ai toujours voulu être musclé, avoir un peu de muscle, hein, pas forcément être bodybuildé, comment je fais pour m'y obliger à commencer? Donc je me suis dit tiens, je vais faire des vidéos YouTube. Ah ouais, carrément. Parce que ça peut être un moyen de pression. Voilà, et parce qu'il y a plein de gens qui le font. Et du coup, au début de ma chaîne, les premières vidéos, c'est je suis dans ma chambre et je dis je vais lancer un défi pendant 180 jours, je veux apprendre le street workout, ensuite le tir à l'arc, tout ça.
il y avait déjà le truc où j'apprends en fonction un peu d'un super-héros. Et donc le super-héros du Street Workout, c'était genre c'était Eric Flag. Non, désolé. Pardon, désolé, je te connaissais pas. Oh là là, t'inquiète, j'étais pas encore là. C'était Franck Medrano à l'époque. Oui, alors oui, je connais bien. Vegan, hyper musclé, super fort. Et puis parce qu'il y avait quand même aussi dans les films des héros qui faisaient un peu de street workout, enfin entre guillemets. Ouais, la musculation au poids du corps, voilà. C'est tellement plus visuel dans un film de montrer un mec comme Arrow, la série Arrow, tu connais, qui fait l'échelle d'Hercule, plutôt que un mec qui fait du développé couché ou quoi. Forcément, Sylvester Stallone et tout ça dans certains films, tu les vois, ils font de la musculation aussi, mais le poids du corps, ça impressionne plus le public quand même. Ça vend plus, probablement. Clairement. Et du coup, je commence ce défi-là. Et le truc, c'est que moi, j'étais pas du tout dans les codes YouTube, j'avais aucune idée comment ça marchait, donc j'étais un peu naïf, et je me disais, je vais faire un défi sur 180 jours. T'imagines bien si je sais il y a combien de temps que t'as commencé ta chaîne? 2016. 2016, première vidéo, donc il y a 4 ans maintenant. Ouais. Et du coup, je me dis, mais si je sors une vidéo toutes les 180 jours, je vais pas grimper très vite sur YouTube. Mais j'étais pas du tout dans cette idée de faire de l'argent, j'étais pas dans cette idée de faire des vues. Donc en fait, c'était... Pour résumer, tu as commencé ta chaîne comme une espèce de moyen de pression supplémentaire pour t'aider ou te forcer à apprendre des choses et apprendre des compétences et à t'améliorer toi-même. De manière un peu cliché, c'était pour atteindre mes rêves, donc réaliser mes rêves, parce que pour moi, tous les trucs qui étaient sur cette liste, c'est des trucs que je pouvais plus laisser dans un coin et me dire un jour, ah purée, j'ai toujours voulu faire ça, je l'ai pas fait. Et il y en avait beaucoup en fait. Et ça, en fait, plus je grandissais, plus il y avait de choses. Et en fait, il y avait un moment où je me suis dit, je peux plus passer mon temps à mettre ces choses-là sur une liste. Et tu prends du retard. Voilà, plus tu prends du retard. Et t'arrives à 40 ans et t'as rien fait de tous tes trucs. Tu t'es engagé dans un job et ça y est, t'es malheureux, tu vois. Et donc, je sais plus où on en était, mais... ta liste, t'as commencé cette liste. J'ai commencé la liste, j'ai fait le street workout. J'ai pas commencé, comme tu dis, c'était pas pour l'argent, c'était pas pour les vues, c'était pour me développer, pour atteindre mes rêves. Et ben voilà, c'était ça le point de départ. C'était vraiment... qu'est-ce que je peux faire qui va me rendre heureux au quotidien? Moi, je voulais être créatif, donc je voulais créer des vidéos. Je voulais pas être dans l'attente. Je voulais pas attendre qu'on me reconnaisse. Je voulais pas attendre d'un salaire. Enfin, j'étais vraiment dans un truc que je voulais être proactif. Et du coup, je voulais créer. J'adorais créer. J'ai toujours aimé. Je faisais un peu des montages avant. Voilà, c'était les prémices, c'est que j'ai toujours aimé la vidéo, j'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours aimé les super-héros. Et le truc, c'est que j'étais créatif. Donc, c'était comment un peu résoudre tous ces trucs-là dans un truc. Possible, et YouTube s'est révélé être la bonne solution, entre guillemets. Le bon outil. C'est marrant parce que c'est nouveau, je connaissais pas, j'avais jamais entendu quelqu'un qui me disait que j'ai utilisé YouTube en fait comme un outil pour m'améliorer moi-même. En fait, souvent c'est j'ai une passion, du coup j'ai voulu la partager, ou bien certains, et j'ai l'impression que c'est déjà plus une minorité, j'ai créé YouTube pour faire de l'argent typiquement parce que j'avais déjà des compétences et je voulais m'aider à les vendre et à les faire découvrir. Et toi, c'est encore quelque chose de différent. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant de savoir pourquoi les gens ils commencent là-dedans. Et donc, on en vient un petit peu à ce que tu fais actuellement depuis, ou ce que tu as commencé, parce que j'ai l'impression que ta thématique et ta ligne éditoriale, entre guillemets, est quand même assez similaire depuis le début. Concrètement, toi, alors je l'aurais déjà dit avant, mais tu fais des vidéos typiquement où tu apprends une compétence dans une vidéo, dans un cadre un petit peu super héroïque comme cela, avec une petite mise en scène, ton intro, moi je la connais bien parce que je regarde tes vidéos depuis assez longtemps maintenant, et tu as ainsi choisi ton nom Super Echo, qui s'écrit H-E-C-O. Et pourquoi Super Echo? C'est la première question que je me suis dit que je me suis posée en fait. Ça fait super héros, mais... Oui. Bah alors, c'est évidemment lié. Hein. Ouais, donc je voulais en fait trouver un super héros qui ait le pouvoir d'apprendre des choses. Donc je me disais, est-ce qu'il existe un super héros lié à l'apprentissage? Donc j'ai fait mes recherches. Hein, fallait aller un peu en profondeur hein, parce que c'était pas un super héros connu. C'est pas Aquaman quoi. Non. Et encore. Donc il y a une personne qui est sortie du lot, c'est une femme qui s'appelle Echo. Donc quand tu l'écris Echo, c'est E-C-H-O, donc comme l'écho, comme ça s'écrit, qui a donc le réflexe photographique. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir d'apprendre quelque chose uniquement en le regardant. C'est-à-dire si je te vois faire tes tractions, et bah, automatiquement je les fais comme toi aussi bien quoi. Si je vois quelqu'un ceinture noire de karaté qui fait une figure, je sais exactement la faire au bout de 2 secondes. C'est ça, c'est son pouvoir. Donc cette fille-là, dans l'univers de Daredevil notamment, elle est très forte puisque elle sait le parcours, elle sait se défendre, elle a appris tout ce qu'elle voulait juste en regardant. Donc c'est-à-dire que tu peux regarder en une journée l'encyclopédie ou tous les livres de toutes les compétences au monde et tu les acquiers. Donc moi je trouvais ça hyper motivant. T'as l'air un peu biaisé comme super pouvoir quand même, hein. Ça a l'air un peu facile. Hein. Ça a l'air un peu facile.
Dans la vraie vie, c'est moins facile. Mais voilà, je voulais un truc qui soit dans cette idée-là, tu vois, de super-héros qui peut apprendre rapidement, entre guillemets. T'as aussi Taskmaster, qui est l'ennemi de Spider-Man, qui a aussi ce pouvoir-là. Donc c'est deux personnages qui ont un pouvoir similaire. Et du coup, comme j'aimais les super-héros, je me suis dit, je vais faire Super Echo. Donc au début, je l'avais écrit de la même façon. Ah, t'avais écrit ECHO au début ? Ah ouais. Et je me suis juste dit, dans un délire un petit peu mégalo, ouais, mais si la chaîne devient trop connue et que Marvel vient me voir et me dit, ils ont volé le nom, tu vois. C'est une bonne chose à penser quand même. Hein. Donc j'ai changé l'ordre et je me suis dit, bon, comme ça, ils viendront pas. Je savais pas que c'était ça. Je savais qu'il y avait l'écho. Tu m'en avais parlé une fois, je crois, mais je savais pas que t'avais changé les lettres et tout pour brander encore un peu plus le nom à ta sauce. Et au final, je trouve que c'est plus joli comme ça. Que si j'avais écrit Echo normalement, ça faisait un peu bizarre. Et puis en plus, quand les gens tapent super-héros, ou inversement Super Echo, des fois t'as les recherches qui t'amènent sur la chaîne, tu vois. Si tu tapes Super Echo, il y a marqué Super Echo. Vouliez-vous écrire Super Echo? Voulez-vous écrire Super Echo? Et inversement, les gens disent non, je vais écrire Super Héros, laissez-moi y aller. Ouais, ah ouais, c'est marrant parce que du coup ça fait. Et tes premières vidéos, parce que moi je me souviens, une des premières vidéos que je t'ai vu faire, c'est une vidéo où tu jeûnais pendant 7 jours. Ouais. Parce que quand moi j'ai fait cette expérience, et on est plusieurs à l'avoir fait depuis, évidemment j'ai tapé sur YouTube jeûne de 7 jours, je suis tombé sur ta vidéo. Ah, et je te connaissais déjà, mais je savais pas que tu avais fait cette expérience. Et en fait, du coup, j'ai l'impression que, quand j'ai vu ça, je me dis, putain. Guillaume, Guillaume de ton prénom, je me suis dit, mais en fait Guillaume il a une belle avance quand même, parce que ça fait un moment qu'il est dans le game des expériences où tu vois, c'est un peu ce milieu où on apprend des choses, où on teste quelque chose de nouveau. C'est un peu ce format qui est assez populaire sur YouTube, clairement, depuis facilement 2 ans au moins maintenant, où c'est une durée, une compétence ou quelque chose et tu essaies de le faire. Et le titre, c'est 30 jours pour 1 mois pour réussir, ou bien tu peux aller chercher dans quelque chose de bien plus classique. Je mange bleu pendant 24 heures, tu vois. Alors là, on va chercher dans l'entrée de gamme. Ouais. Et puis ensuite, tu as, je sais pas, je fais le tour de la planète à pied en 600 jours, tu vois. Il y a différentes ampleurs de projets, d'amplitude et de compétences. Et autant j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez nouveau parce que ça marche bien aussi, parce que ça démontre une transformation de quelqu'un avant, après, et ça, en tant qu'être humain, on adore, et en plus on adore les histoires. Mais toi, du coup, ça fait bien 3 ans, 4 ans que tu le fais, et je me rends compte aussi de ça maintenant en t'en parlant, c'est que en fait, t'as un peu précursé le truc, parce que t'avais ce concept depuis le début, non ? Ouais. J'apprends à... Alors moi, tu le vois pas de la même façon. Je nuancerais juste la chose en disant que je pense que, comme d'habitude, les Américains avaient déjà fait ça depuis des années. Bien sûr. Moi, ma chaîne, quand je l'ai lancée, il y avait déjà un Anglais qui s'appelle Mike Boyd qui faisait des apprentissages. Donc justement, j'ai eu pas mal de trucs en mode t'as copié Mike Boyd, alors que je l'ai jamais... En fait, je l'ai jamais créé en ayant vu sa chaîne. C'est-à-dire que ma chaîne existait déjà, et après, j'ai découvert Mike Boyd. Et là, je me suis dit, mon concept, il va marcher. Parce qu'en fait... Avant de le découvrir, j'étais vraiment dans le flou en me disant personne ne fait ça sur le YouTube français, j'en ai pas vu à l'étranger, je suis en train de faire un truc qui va pas marcher. Donc il y avait un truc là un peu qui pouvait être décourageant, mais en fait justement moi Mike Boyd c'était plutôt l'air frais ou l'espoir que j'attendais. La validation. Ouais, la validation de me dire ok, si lui a réussi, moi je vais y arriver. Donc sur ce point de vue là, je dirais que je pense pas avoir créé une tendance et je pense pas avoir été non plus... Alors peut-être précurseur, peut-être le premier à faire ce genre de vidéo, oui, dans le YouTube français. Un petit pionnier, on dirait. Voilà, mais pas le premier à le faire dans le monde. Et il y a toujours eu des vidéos d'apprentissage, même dans le YouTube français avant, mais c'est juste que c'était pas autant populaire et qu'il y avait peu de gens qui en faisaient un concept sur toute une chaîne. Quoi. Mais par contre, aujourd'hui, quand je vois les chaînes du coup de Arthur, Moza, Tristan... Mathias, il commence à avoir une sorte de... Même sur des plus gros youtubeurs encore. Il y en a d'autres qui font ça. Ouais, il y en a même encore. Léonard, peut-être. Oui, Léonard. Beaucoup de youtubeurs sont un peu dans ce concept à différents niveaux, différentes façons de faire leur twist à eux. Ouais. Donc je trouve qu'il y a une tendance quand même. Il y a un truc qui fait que ça devient populaire. Même quand t'as McFly et Carlito qui vont apprendre le skate en quelques heures avec Dr. Nozman. Alors, je pense que c'est comme un marronnier, tu vois, c'est un concept, tu le fais, si t'es un peu connu, c'est toujours le truc qui va marcher. Et c'est vrai que du coup, par rapport à ça, moi, j'essaie de me différencier, dans le sens où quand je vois, par exemple, Tristan, des fois, je me dis, est-ce que c'est mieux ce qu'il fait ? Parce que forcément, il y a la comparaison, tu es obligé un peu de te comparer, et même si t'as pas envie, tu te dis... tu vois les chiffres. Voilà, tu vois les chiffres, tu vois plus de vues, tu vois machin, tu te dis... est-ce que je devrais faire plus ça ? Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a tort ? Est-ce que c'est moi qui ai tort ?
Et par rapport à ça, il y a eu des phases où je me suis dit, où j'étais peut-être dans la jalousie ou dans l'envie, tu vois, de me dire pourquoi je fais pas autant de vues alors que je fais la même chose. Depuis plus longtemps. Ouais, voilà, c'est ça. En plus. Mais je me rends compte que finalement, on fait pas la même chose. Dans le sens où chacun a déjà sa personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont plus être attachés à une personnalité calme, posée, plus développement personnel, d'autres qui vont être plus attachés à une personnalité comme Thibaut InShape, tu vois, très dans l'énergie, très extravagante, un peu plus divertissement aussi. Donc tout le monde ne s'attache pas à la même personnalité. Donc moi je me dis que déjà j'ai pas la même personnalité que Tristan ou Arthur Moza, tu vois, et que du coup rien que ça fait qu'on est des êtres uniques et des chaînes YouTube uniques. Oh, puis la différence est frappante quand on met vos 3 vidéos à côté, tu rajoutes encore Mathias derrière ou d'autres qui font ça. C'est bien pour ça que tu peux regarder autant les vidéos de l'un que de l'autre, parce que c'est pas la même recherche, même, presque. Hein. Et c'est pour ça que finalement il n'y a pas tellement de concurrence, dans le sens où on se complémente, et que tu peux très bien regarder une vidéo de Tristan qui va vraiment t'apporter tout le fun, le divertissement que tu veux et de la motivation. Après, tu vas chez Mathias, t'as un truc beaucoup plus profond sur développement personnel, et puis ensuite tu retombes sur Arthur. Enfin, tu vois, c'est pas en mode si je vais chez Super Echo, je vais plus chez Tristan, etc. Donc, bien sûr. Je pense que finalement, on est complémentaires, et d'où l'intérêt de faire des collabs aussi ensemble, tu vois. Je pense parce qu'on a une appétence finalement pour l'expérience et la découverte. Et juste pour revenir sur le fait que la différence que moi je vois dans mon contenu, c'est que moi j'ai vraiment, je pense, l'amour de l'apprentissage, dans le sens où même si parfois je fais des vidéos courtes, j'ai quand même envie de vraiment apprendre la chose pour qu'elle puisse me servir. Alors c'est pas toujours le cas, hein, bien sûr. Mais par exemple, tu vois, marcher pieds nus, pour moi c'était pas juste pour faire des vues et me dire je fais un truc un peu fou, c'est que j'avais vraiment envie que ça me serve, dans le sens où je serais plus à l'aise à marcher pieds nus plus longtemps, que je pourrais faire de temps en temps si je vais dans la nature faire une rando pieds nus, ce que j'ai fait, tu vois. Ça m'a servi à ça aussi, cette expérience. Et dans le sens où comme mon but c'est un peu de devenir un super-héros, j'ai pas envie de faire que des trucs éphémères qui me servent à rien. Je l'ai fait aussi parce que parfois j'ai aussi de la curiosité naturelle, tu vois. Le Rubik's Cube, c'est pas un truc qui me rend héroïque ou tu vois, mais c'est un truc que je devais faire parce que ça me prouvait à moi-même que j'en étais capable aussi. Donc moi j'essaye d'avoir un mix, et c'est pour ça que des fois aussi tu vois, je me rapproche de Tristan dans le contenu ou d'autres youtubeurs, c'est que je vais aimer faire un truc très bref, très fun, vraiment comme un challenge personnel pour me dire je suis capable, et après j'en fais plus jamais, tu vois. Mais il y a d'autres trucs où j'ai vraiment envie d'approfondir, tu vois, le parcours, j'ai fait 2 vidéos dessus et je vais sûrement en refaire. La grimpe urbaine, je vais sûrement continuer à grimper des tours, des trucs comme ça. Et ouais, il y a des compétences ou l'apnée, j'ai des trucs que j'ai envie de continuer et qui pour moi sont intéressantes de garder sur le long terme. Donc j'essaye d'avoir des trucs où je vais apprendre vraiment comme pas juste pour une expérience, pour me dire c'est une expérience, mais vraiment pour moi, pour apprendre et acquérir cette compétence et être meilleur et me développer, quoi. Ouais, c'est marrant parce que moi j'en ai fait quelques-unes des vidéos expériences aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de refaire à l'avenir. C'est pas quelque chose dans lequel je lance la machine industrielle à en faire beaucoup, aussi parce que j'aime penser que je n'ai pas envie de faire une expérience qui ne m'intéresse pas sincèrement, personnellement. C'est pour ça que j'en ai fait quelques-unes sur la nourriture végane, sur les réseaux sociaux, sur différentes petites choses comme ça. La première que j'avais faite c'était il y a 2 ans, et je me souviens que c'était à peu près à ce moment-là justement. J'avais commencé un peu à faire ça, je me souviens plus vraiment de la chronologie, mais à ce moment-là, Tristan il a changé son sujet parce qu'avant il faisait pas des vidéos là-dessus. Arthur aussi il faisait des vidéos de musculation, d'humour avant, c'est pas la même chose. Mathias il a commencé à sortir, un peu du lot, et je me suis dit ah ouais c'est marrant. Pour caricaturer le truc, je me suis dit ça y est, tout le monde fait des expériences maintenant. Et pour rebondir un petit peu sur toi qui parlais de comparaison, tu vois, forcément, tu sais, moi aussi, tout le monde, c'est normal. Quand on est youtubeur, on se compare déjà par rapport aux autres, parce que tel ou tel a plus d'abonnés et il fait beaucoup plus de vues, ou a moins d'abonnés, il fait plus de vues, il a une meilleure croissance, mais en plus on se compare par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que YouTube maintenant, dans l'analytics, il nous met devant les yeux en premier. Alors ta vidéo, elle est 8e sur les 10 dernières que tu as faites. Ça veut dire ta vidéo, elle était assez pourrie, tu vois. Pas ouf. Et quand ta vidéo elle est première sur 10, là t'as un de ces sentiments, moi je me sens et ça arrive pas souvent forcément, mais je me sens là, j'ai bien performé cette vidéo. Donc t'as cette double dualité entre il faut que je sois à la fois meilleur que moi-même, mais en plus je peux pas m'empêcher de regarder les autres. Et en plus on est dans l'écosystème YouTube. YouTube veut que nous fassions plus de choses qui marchent mieux, veut qu'on se compare, veut qu'on fasse toujours plus et qu'on produise plus. Ça fait beaucoup de pression extérieure, et forcément on est tous influencés par ces pressions au moment où par exemple on choisit
le sujet de la prochaine vidéo. Ouais. Et là où j'ai une question qui me vient à l'esprit aussi par rapport à toutes ces personnes qui font des vidéos un peu comme cela, c'est qu'au bout d'un moment, toi, tu me dis, voilà, moi je fais des vidéos parce que la compétence me plaît, j'ai envie de l'apprendre. Après, on a tous une certaine connaissance du milieu, on sait tous que certains sujets vont mieux marcher que d'autres, que forcément marcher pieds nus à Paris pendant un mois, il y a plus de chances que ça marche mieux que apprendre les gestes de premier secours en 24 heures. Voilà, malheureusement, on pourrait dire malheureusement, parce que on pourrait se dire, tiens, cette vidéo qui, d'un point de vue totalement objectif, apprendra plus de choses aux gens qui vont la regarder, même si ta vidéo à pieds nus, je l'ai trouvée très intéressante aussi, bien sûr, tu vois ce que je veux dire. Ça n'empêche que tu devais savoir toi aussi que cette vidéo marcherait mieux qu'une autre. Pas et autant, du coup, en tout cas. Peut-être pas autant. Mais c'est là où la question que je te pose, c'est la question que je me pose à moi aussi, c'est pour ça que j'ai envie d'avoir ton point de vue là-dessus, c'est comment est-ce que tu fais la part des choses entre je vais faire cette vidéo / cette compétence parce que ça va bien marcher, versus je la fais parce que ça me plaît en premier lieu, je me dis qu'il y a peu de chances que ça soit très vendeur sur YouTube, mais j'ai quand même envie de la faire. Parce que tu peux, voilà, forcément, il y a certains sujets, c'est bingo, ça te plaît de ouf, ça marche bien, c'est vendeur, ça c'est parfait, on n'en parle pas, ça c'est les bonnes exceptions, on les adore toutes celles-là. Mais il y a celles où tu pars un petit peu plus dans le divertissement pour voilà, poser une étiquette sur le truc, plutôt que le pur sérieux, éducatif, instructif, sachant que n'importe quel contenu peut aussi être présenté de façon divertissante. Mais comment est-ce que toi tu te positionnes par rapport à ça, notamment quand tu dois choisir un sujet de vidéo, parce qu'une vidéo ça sort pas en 2 secondes, c'est-à-dire que tu dois choisir, il y a une priorité, il y en a certaines que tu fais parce que tu n'en fais pas d'autres, et c'est un processus difficile. Donc je voulais savoir comment tu abordes ça toi. Déjà, la première chose c'est par rapport à la comparaison, juste pour revenir sur ça. Moi j'ai décidé d'arrêter de regarder YouTube, dans le sens où je regarde pas le YouTube français ni anglais, sauf tu vois, j'ai une reco et c'est par rapport à mon travail, je vais rechercher des chaînes. Par exemple, j'ai recherché sur des sujets, donc je suis tombé sur Tristan, donc j'ai regardé quelques vidéos, mais je suis pas dans une consommation quotidienne de vidéos YouTube. Donc c'est à dire que j'essaye de me défaire du risque d'être inspiré ou te dire tiens il a fait ça, faut que je fasse ça. Parce que généralement c'est ce que tout le monde fait plus ou moins, c'est qu'on s'inspire entre nous et qu'on arrive à plus ou moins avoir tout le temps un peu les mêmes vidéos, et que même quand tu le fais pas exprès, tu vois, j'ai fait lancer de cartes, j'avais même pas vu que Tristan l'avait fait. J'ai vu qu'il l'a fait aussi. Et du coup, tu peux très facilement dire aux youtubeurs « Ah, t'as copié sur machin !» Alors que du coup, moi je me suis dit, pour ne être au calme par rapport à ce commentaire-là, je ne regarde plus, comme ça, je sais que quoi qu'on me dise, je sais que c'est pas vrai. Donc, vis-à-vis de toi-même, voilà, au moins. Vis-à-vis de moi-même, je suis sûr que c'est le cas. Donc ça, c'est un des premiers trucs que j'ai fait là depuis un certain temps, et qui en plus, je trouve, est plutôt... agréable, c'est ne pas subir le contenu, mais c'est plutôt si dans le cadre d'une recherche d'une vidéo je cherche une collab, je vais regarder la chaîne de la personne avec qui je fais la collab, mais c'est tout, tu vois. Et donc ça change déjà mon rapport aussi à YouTube et à mon rapport à mon choix des sujets, même si j'ai jamais été dans le truc où je vais regarder une chaîne pour savoir ce que je vais faire, mais ça enlève encore plus le fait d'être c'est pas le mot inspiré, c'est d'avoir peut-être voilà, la tendance à se dire je vais faire comme parce que ça marche. Donc déjà ça enlève un truc de l'équation. C'est intéressant. Et l'autre chose, c'est que, alors je sais pas si beaucoup de gens font comme ça, mais en gros, moi, c'est juste que j'ai une liste, en fait, de sujets qui peut durer jusqu'à 2040, tellement j'ai d'idées. Donc, c'est pas le problème de trouver l'idée, en fait. Moi, mon problème, ça va être de trouver la priorité par rapport à est-ce que c'est la période pour le faire, est-ce que, tu vois, si c'est un sport d'été, est-ce que je le fais en hiver, tu vois, les questions comme ça. Bien sûr. Est-ce que ça rentre dans mon idée de devenir un super-héros entre guillemets, tu vois, est-ce que ça va dans mon sens de ma quête, est-ce que ça me fait me développer, est-ce que potentiellement c'est quelque chose que je vais pouvoir bien monter, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura des bonnes images, est-ce que ça va faire une bonne vidéo, parce que j'ai pas envie de faire un sujet tu vois sur tu vois, parfois on me propose des vidéos sur je sais pas, le kendama, je sais pas tu vois ce que c'est une sorte de bilboquet que tu remontes, voilà. Ouais, il faut... Ça pourrait peut-être marcher parce que c'est un truc que les gens veulent, mais moi je sais que intérieurement j'aurais aucune inspiration à faire une bonne vidéo avec. Par rapport à un sujet où tu vas me dire la survie, là je suis là, attends, j'ai 150 images de films dans la tête qui me viennent, tu vois. Donc j'ai ce truc là de est-ce que ça va faire une bonne vidéo, est-ce que ça m'apporte moi en tant que personne en termes de compétences, est-ce que ça va marcher, ça vient dans l'équation, mais j'essaye de plus en plus de pas être du tout dans ce truc là, parce que justement comme tu dis, j'ai fait les premiers secours parce que pour moi c'est important, c'est fondamental, et que je me suis pas dit je vais pas la faire parce qu'elle va pas faire de vues, tu vois. Et j'essaye de, même si c'est pas forcément avantageux pour moi en termes d'argent, de revenus, de visibilité, d'être dans un truc où je reste authentique dans ce que j'aime faire et ce qui est important aussi, tu vois.
c'est important de parler des premiers secours, tu vois. C'est pas, je vais pas le faire, enfin je vais le faire parce que c'est important. Donc j'essaye de toujours me dire est-ce que ça a marché, mais c'est jamais le truc qui va me déclencher la décision, quoi. C'est pas le facteur final. Parce que c'est vrai que toi, c'est vrai que là on peut en revenir à ça, ce qui répond un peu à la question, c'est que toi tu manques pas d'idées, manifestement, tu as cette liste depuis très longtemps, donc c'est plutôt dans quel ordre est-ce que je les mets, et vu qu'il y en a tellement, autant les enchaîner un petit peu relativement entre guillemets rapidement, sachant qu'il faut pas que je me dépêche de trouver le prochain truc qui va marcher juste quand j'ai terminé de créer celui d'avant, donc forcément c'est différent. Pour enchaîner un peu là-dessus, parce que là on rentre un peu dans ton processus de création et ça m'intéresse, j'ai remarqué du coup que clairement, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, parce que pour la petite histoire, comment est-ce qu'on s'est rencontrés concrètement, c'est qu'un jour, c'était quoi, l'été 2019 je crois, hein, ça fait un peu plus d'un an maintenant, j'ai reçu un email de ta part qui m'a dit quelque chose dans les lignes du genre « Salut Eric, je suis super éco, j'ai ma chaîne YouTube, voilà, regarde ce que je fais, et je pars sur apprendre le handstand ». Une vidéo qui apprend ça, et j'aurais voulu t'avoir dans cette vidéo, est-ce que tu es disponible pour qu'on fasse une collaboration? Et alors moi je reçois pas beaucoup d'emails comme ça, je reçois beaucoup d'emails bidons, commerciaux, de vente de produits bidons. Par contre des emails de collaborateurs, collègues YouTube, peu importe la taille de la chaîne, la notoriété quoi, moi je les vois tous mes emails, les gens reçoivent quasiment pas. Encore moins de personnes comme toi, où tu avais une chaîne, tu devais avoir 30 000, 35 000 abonnés je crois à ce moment-là. Et je suis allé voir ta chaîne parce que je ne connaissais pas, et je me suis dit ah ouais tiens c'est marrant, il fait pas mal de vidéos, il est chaud, il a l'air très professionnel, sachant qu'il a quand même encore une petite chaîne. Et je me suis rendu compte du coup que dans ton processus un petit peu, tu cherches à apprendre des compétences, mais tu cherches souvent à te les faire apprendre par quelqu'un d'autre, pas forcément un créateur connu, parce que tu as fait des vidéos avec juste des gens qui savaient faire, par exemple le lancer de shuriken, ce genre de vidéos, il me semble pas que tu avais fait ça avec des youtubeurs, mais tu as fait ça avec quelqu'un qui savait faire. Est-ce que toi c'était tout de suite dans ton idée de base, quand tu te dis je vais apprendre des compétences, et j'ai envie de trouver des gens qui vont pouvoir me les enseigner, et tant qu'à faire, autant que ce soit des personnes qui puissent me rapporter un peu de visibilité. Ouais. Est-ce que ça, c'est beaucoup entré dans ta réflexion? Au début, j'étais dans un truc très j'apprends tout seul. Du coup, voilà, j'apprends à siffler avec les doigts tout seul, j'apprends l'apnée tout seul. Il y avait un côté autodidacte, et en fait, c'était aussi parce que j'avais pas de visibilité, donc comment demander à un mec qui a 300 000 abonnés de faire une vidéo avec un gars qui a 5 000 abonnés, c'est difficile, donc il y avait une certaine... c'était une façon pour moi de faire des vidéos sans être dépendant des autres, donc c'était aussi pour ça que je l'ai fait. Et dès que j'ai commencé quand même rapidement à faire des collabs, puisque j'ai fait très tôt Morgan VS, que je connaissais de par les cours Florent, qui est maintenant 1 million d'abonnés. C'est un énorme youtubeur lui en plus. Ouais. Hein. Et donc en fait dès le début j'étais dans cette idée là quand même, c'était forcément dans une recherche de visibilité, mais en fait ça m'a pas rapporté en visibilité, donc c'est pour ça que je me suis dit que maintenant les collabs c'est vraiment parce que j'ai envie de la faire, parce qu'en gros en me disant ah oui je demande à Morgan VS donc forcément je vais gagner 10 000 abonnés direct, tu vois. C'est un peu le mythe que t'as quand tu commences YouTube, tu te dis la collab va tout m'apporter. En fait, ça aurait pu peut-être être le cas si j'avais aussi été dans une vidéo à lui et que j'avais été dans toute la vidéo, qu'il m'avait cité 50 fois et que ça m'avait fait de la pub de ouf. En fait, ça marche pas tellement comme ça, tu vois. Moi, même quand je fais une collab avec toi, tu m'as pas apporté 10 000 abonnés, tu vois. C'est plus... Je suis désolé. Et je t'en veux énormément, je suis vraiment désolé. Et non, mais c'est pour dire que... On pourrait se dire, ouais, à chaque fois tu fais une collab avec un youtubeur, c'est juste parce qu'il est connu. En fait, non, parce que ça m'apporte pas énormément. Ça fait un peu de contenu dans la vidéo, oui, ça crédibilise un peu le truc, voilà. Et ça t'aide à apprendre la compétence normalement voilà. aussi. Ça m'aide à apprendre, ça me fait rencontrer plein de gens, parce que moi au final, ce que les gens savent pas, c'est que là je commence à avoir une liste de gens que je connais qui sont experts dans des domaines, et ça c'est hyper important pour un sujet qu'on reparlera tout à l'heure, mais qui est que je suis en contact avec des gens qui savent faire des choses, et ça c'est hyper utile d'un point de vue réseau. Tu peux mettre en contact des gens, tu peux tu vois, organiser des cours avec ces personnes là, donc il y a un truc où moi c'est hyper important de rencontrer ces gens là dans mon futur, dans mes projets futurs, à titre personnel, parce que je sais que j'ai envie d'être entouré de gens avec des compétences, avec des talents, et que voilà, en plus je trouve ça cool de petit à petit être un peu le youtubeur qui connaît tous les youtubeurs aussi, tu vois. Je trouve ça intéressant, et je pense que d'ailleurs les Arthur Moza et Tristan, ils sont aussi dans cette dynamique là, tu vois. Ils font pas mal de collabs parce qu'ils savent que c'est bien de connaître le plus de gens possible, quoi. Et donc ouais, moi il y avait jamais eu une démarche c'est juste pour faire des vues machin, mais il y avait clairement un mix de tout ça, avec le premier truc, c'est que je veux vraiment
aimer la chaîne que je vais rencontrer, quoi. Toi, moi j'ai vu ta chaîne, je me suis reconnu dans plein de trucs. J'étais un peu admiratif forcément parce que tu avais beaucoup plus d'abonnés et que je trouvais que tu faisais du contenu hyper pro dès le début. Donc il y avait un côté où quand t'es content en fait de rencontrer cette personne-là. Donc ça c'est important. Et après bon, tu sais jamais non plus sur qui tu vas tomber, tu vois. Ça aurait pu très mal se passer, tu vois. Entre le personnage et le créateur derrière, il peut y avoir une différence, hein, souvent. J'ai pas eu beaucoup d'exemples comme cela où j'ai trouvé une vraie scission entre la personne à l'écran et la personne que j'ai appris à connaître derrière. Mais c'est justement peut-être parce que j'en connais pas énormément. Parce que contrairement à toi, moi je suis pas du tout parti dans... toujours pas, un petit peu plus maintenant, tu vois, mais ça m'a pris quand même facilement 2 ans et demi, 3 ans avant de me dire, et là c'est quelque chose que je me dis un petit peu plus en ce moment, bientôt 3 ans après avoir commencé, je vais faire un petit peu plus de collabs. J'en ai déjà fait quelques-unes dernièrement, et je précise aussi que alors oui, c'est bien, ça fait un partage d'audience, tu connais un petit peu. Tu vois, j'ai fait une collaboration avec JujuFitCats, qui a quand même 2 millions quelques d'abonnés. On a fait une vidéo sur sa chaîne, une sur la mienne. Bon, j'ai gagné quand même 10 000 abonnés, quelque chose comme ça. Mais on pourrait se dire, tiens, t'es dans la vidéo de Juju, sa vidéo l'a fait 1 million de vues. Oui, mais... tu vois, c'est vraiment pas la gloire du jour au lendemain. Faut pas croire que la collaboration... C'est pas énorme sur l'ensemble de ses vues et de ses abonnés, quoi. C'est pas assez énorme, quoi. Donc c'est pour ça qu'on pourrait se dire, tiens, il suffit, c'est bon, t'as percé. Et en plus, j'avais pas envie. Ça me faisait peur aussi. J'avais pas envie, du coup, je me retrouve, j'ai 30 000 abonnés. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Thibaut InShape m'a mentionné dans une de ses vidéos. Il m'a mentionné genre 12 secondes et j'avais gagné genre 5 000 abonnés. Pour moi, c'était la ruée vers l'or. Mais j'aurais pas vraiment eu envie d'avoir été vraiment connu par quelqu'un, parce qu'au bout d'un moment après, tu vois, c'est un peu cette fierté personnelle de se dire self-made man, tu vois, j'ai pas très envie de me dire tiens, celui-là il a percé juste parce qu'il a fait une collab avec machin, mais ça n'arrive pas vraiment souvent, hein, concrètement. C'est beaucoup plus compliqué. Mais là où je me suis rendu compte à quel point effectivement toi c'était hyper intéressant, c'est les contacts que tu te fais, parce que derrière tu connais tout le monde. Et la preuve, moi j'ai commencé ce podcast il n'y a pas très longtemps. Le podcast pour moi c'était aussi un des objectifs, de me rapprocher de certaines personnes, d'élargir mon carnet d'adresses, parce que quand je contacte quelqu'un pour discuter avec lui, assez souvent peut-être il va me dire oui, et puis ça me permet de mieux apprendre la personne. Et quand je t'ai demandé à toi, je suis sur Paris, Guillaume, est-ce que tu connais? Je sais que Guillaume c'est la personne à qui je dois demander, Super Echo il connaît tout le monde, je lui demande, est-ce que t'as pas d'autres youtubeurs que tu connais, peut-être je peux prendre contact avec eux. Et tu vois, tout de suite je me suis dit tiens, j'ai besoin d'avoir des noms de youtubeurs. Super Echo, c'est le premier qui me vient à l'esprit, et ça a une valeur à tous les niveaux, hein, personnelle, professionnelle, humaine, extrêmement intéressante. Et en plus peut-être que ça t'a aidé un petit peu à prendre un peu les ficelles. Je sais pas à quel point tu discutais YouTube avec ces personnes quand tu les voyais, peut-être que tu en as tiré vraiment. Après j'ai pas fait une collab avec lui, mais j'ai rencontré Mister Geopolitics à un événement YouTube Space. Et ça a été un peu l'élément déclencheur, dans le sens où il m'a vraiment parlé de YouTube, on a vraiment parlé de nos soucis, on a vraiment parlé de la pression. C'était la première fois que j'avais une discussion avec un youtubeur sur ce qu'est la vie d'un youtubeur, et qui m'a permis de relativiser, de vraiment finalement vivre mieux le truc, parce que quand t'es tout seul, parce que moi j'ai été finalement très longtemps tout seul, hein, et ça, là quand tu parles de self-made man, clairement pour le coup moi j'ai pas eu de coup de pouce vraiment, j'ai vraiment galéré, quoi. J'ai vraiment galéré parce que la chaîne elle a été entre 0 et 5000 abonnés pendant 3 ans. C'est-à-dire pendant 3 ans, t'as rien en fait. Ah ouais. Donc tu te dis putain. C'est d'autant plus impressionnant aujourd'hui, là où t'as dépassé les 135 000 abonnés, de se dire que voilà, t'as pas eu ni de la chance, ni un coup de pouce, un piston. C'est vraiment le mec, il a fait vidéo après vidéo pendant 3 ans. Tout ça, entre guillemets, pour 5000 abonnés. Alors pour toi, c'était beaucoup. Et pour la plupart des personnes, qu'elles soient créatrices ou pas, aujourd'hui, c'est rien. Ça force d'autant plus le respect, si tu veux mon avis. Et ça veut surtout dire que en fait, c'est pour ça que j'ai jamais fait les vidéos pour un objectif, tu vois, qui serait vain, qui serait les vues ou l'argent, dans le sens où même quand j'étais un peu découragé, en fait, j'arrivais pas à arrêter, parce que je me disais mais moi j'ai envie d'apprendre ça. Et tu vois, c'était un truc un peu enfantin, et je me disais mais moi je veux faire le lancer, je veux faire l'apnée, tu vois. Et c'est l'apnée qui m'a lancé, tu vois. Mais tu vois. Ça, c'est la vidéo qui a bien marché. C'est la vidéo qui a fait le buzz. Et 450 000 vues, il me semble. T'as appris à tenir 4 minutes sous l'eau, c'était 4 minutes sous l'eau. Donc c'était cette vidéo-là, un peu la consécration, parce qu'en fait, on aurait pu je me disais, est-ce que c'est les vidéos les plus faciles à faire qui rapportent le plus de vues, tu vois, parce que parfois on a un peu l'impression que c'est ça sur YouTube.
Et finalement, l'apnée, c'était pour moi la plus dure en termes de compétences, en termes de durée, de montage, et c'est celle qui m'a lancé. Donc j'ai un peu le truc de méritocratie qui s'est fait en mode c'est pas que les vidéos, tu vois, un peu pour le buzz où je fais lancer de couteau vite fait, ça marche, tu vois. Et c'est une vidéo où vraiment je me suis engagé qui a marché, quoi. Et je trouve que sur ma chaîne, c'est clairement les vidéos où je mets le plus de cœur qui marchent le plus généralement. Bon, à part, tu vois, le premier secours, c'est hyper important, ça n'a pas fait de vue, mais il y en a beaucoup quand même où j'ai mis du temps, j'ai mis du cœur et ça a marché. Donc, et que des petites vidéos que je fais des fois un peu comme ça à l'arrache, c'est pas forcément, tu vois, qu'on pourrait croire les plus faciles, c'est pas celles qui épanouissent et qui apportent le plus de vues, quoi. Donc, je suis plutôt content de ça, quoi. C'est plutôt prometteur du coup, que si tu mets beaucoup de cœur dans quelque chose, ça fonctionne, et puis je pense que tu te sens plutôt bien. Au final, l'essentiel c'est que tu me parlais au tout début, pour revenir au tout début, je fais des vidéos aussi parce que je cherche quelque chose qui me rendra heureux. J'ai l'impression que tu es peut-être quand même sur un chemin intéressant, et que si tu as perduré là-dessus pendant 4 ans, c'est que tu commences à gratter en tout cas au moins quelque chose d'intéressant depuis le début là-dedans, et que ça te plaît, quoi. Donc puis ça se sent, clairement, quand on voit tes vidéos, on sent que tu te forces pas, et que t'es pas là, voilà, quand tu te disais que avoir un travail pour toi en tout cas c'est plutôt associé au malheur et à pas vraiment être heureux d'avoir toujours un même boulot comme ça, là on sent que t'es pas vraiment dans une routine, quoi. Non, c'est sûr. Et pour revenir encore sur ton processus de création, du coup, alors aujourd'hui tu as toute une idée de vidéos. À quel point est-ce que tu les travailles avant de les sortir? Est-ce que tu as un script? Je pense que tu dois quand même écrire des choses en mode qui pourrait m'aider, etc. Alors autant sur la réalisation de la vidéo en elle-même que la production derrière. Est-ce que tu es toujours en train de faire toujours, tu vois, je dis ça comme si c'était mal. Est-ce que tu fais tes montages aujourd'hui? Quelle honte! Quelle honte! Il est encore il fait ses montages. Encore tes montages? Non mais Guillaume, c'est n'importe quoi. Non, comment est-ce que tu te débrouilles un petit peu là-dedans? Est-ce que tu as de l'aide? Et puis comment ça se passe quand tu crées une vidéo à partir d'une idée que tu as déjà, du coup? Alors par exemple, si j'ai là une des prochaines vidéos que je vais créer qui n'est pas encore faite mais que j'ai écrite, c'est la vidéo sur les réflexes. Donc c'est comment développer ses réflexes sur 30 jours. Donc c'est d'abord je passe par l'écriture, c'est-à-dire que j'ai une sorte de trame que je copie-colle qui est genre un peu une sorte de nomenclature avec l'intro, des phrases un peu type, avec l'outro, avec qu'est-ce que je mets à un moment où tu sais je dis toujours un peu les mêmes choses, donc je dis compétences débloquées, des trucs comme ça. Donc il y a une sorte de trame. Ensuite cette trame-là, je vais souvent me servir d'abord de recherche pour la construire, donc je vais regarder des films, je vais choisir quelle est la référence ultime du film. Bon là c'est Spider-Man quand il rattrape les trucs sur le plateau et que la fille elle lui dit t'as des super réflexes, donc c'est ça le fil conducteur de la vidéo. Donc ça me permet de savoir un peu le titre, la miniature, ça me sert à savoir qu'est-ce que je veux en conclusion, donc c'est comme ça que je construis. Et après petit à petit je vais avoir un travail de recherche par exemple sur quelles sont les choses qui vont me permettre de développer mes réflexes, donc je cherche la boxe, je cherche vidéo sur YouTube. Donc quand j'ai créé la vidéo il y avait rien sur le sujet. Maintenant il y a une vidéo qui est sortie, donc j'ai été un peu déçu parce que je voulais être le premier, mais aujourd'hui il existe une vidéo sur ça, sur développer ses réflexes. Mais à l'époque quand je l'ai écrit il y avait rien, donc je serais peut-être le deuxième, tu vois, c'est pas grave. Mais en tout cas voilà, donc j'ai cherché les exercices, j'ai recherché les références. On va dire j'ai écrit toute la vidéo, mais ensuite il y a une énorme part d'improvisation qui va être toutes les blagues, tous les accidents, tous les rencontres, toutes les difficultés, tout ça c'est l'impro. Et parfois je filme une intro et elle me plaît pas et du coup je réessaye de redécouper autrement, mais voilà, concrètement j'essaie d'écrire tout, mais c'est pas fermé à l'impro, c'est pas fermé à être réécrit ou retourné si ça marche pas. Et en fait voilà, j'essaye d'avoir un mix d'impro et d'écriture, parce que je trouve que l'écriture me permet d'amener quelque chose parfois de qualitatif dans l'image que je choisis, dans la phrase que je vais dire, mais globalement sans te coincer dans voilà, un script, sans te coincer dans un script, tu vois. Donc ça j'ai eu tendance à faire beaucoup, moi. Ouais, je vois. C'est bien de pas être emprisonné par le script. J'essaie de m'en détacher un petit peu. Et puis en termes de post-production et de tout ce qui entoure l'écriture et la production, tu fais tout seul. Du coup, je fais tout seul. Alors là, je commence, on en parlera, mais donc j'ai une bourse de CNC qui me permet un peu de payer des gens. Donc je paye des cadreurs pour me faire des vidéos, et notamment là sur la vidéo avec Greg MMA, ils viennent me filmer quand je me fais défoncer la tête par Greg MMA. Hâte de voir parce que ça serait chiant d'avoir un trépied qui bouge pas, ça marcherait pas du tout. Donc j'essaye de plus en plus d'avoir des cadreurs pour des vidéos importantes aussi. Peut-être que la vidéo des réflexes ça va être une des vidéos les plus chères que j'aurais jamais produites, tu vois, parce que je vais vraiment essayer de tout filmer avec des cadreurs, d'avoir vraiment limite une scène où je refais la scène de Spider-Man. Tu vois, c'est un truc encore hypothétique parce que je sais pas si ça va me coûter cher, si tu vois, donc mais l'idée c'est que j'essaye de plus en plus d'avoir des gens, mais
globalement j'essaye aussi d'être autonome parce que je veux pas être bloqué de dispo d'un cadreur, du prix, etc. Donc j'essaye vraiment d'être logique, tu vois. Si j'ai une vidéo, je peux le faire tout seul, bah je la fais tout seul chez moi, je fais le maximum tout seul, mais maintenant j'essaye de déléguer parce que le poids aussi des années fait qu'au bout de 4 ans, tu te lasses ou t'es fatigué en fait, à force de faire tout seul. Donc j'essaye un peu de petit à petit déléguer, c'est un peu dur parce que bah, c'est une question de moyens et c'est une question de faire confiance à des gens aussi pour le faire. Mais tu vois, le montage, pour le coup, je fais encore tout seul, et ça, c'est un des trucs que je me vois pas du tout déléguer, sauf à la limite le dérush, parce que c'est le plus chiant et le plus long. Mais l'aspect créatif de mettre tout ensemble, moi, c'est le truc qui me passionne le plus et que j'ai toujours fait finalement, quand j'étais même plus jeune. Donc c'est un truc que j'aurais du mal, je pense. Autant si, tu vois, j'ai plus à faire l'image, le cadre, ça me va. Si j'ai plus à faire le dérush, ça me va. Mais je veux faire le montage, et bien sûr, je veux apprendre les choses, donc ça change pas. Mais voilà, donc je fais quand même, on va dire, 90% tout seul et j'ai 10% d'aide un peu à côté. Voilà. Donc, a priori, à part de moins en moins filmer moi-même, le montage, ça va quand même rester moi. Et voilà. Ouais, je vois. C'est vrai que quand je vois tes vidéos avec toutes les références de films, parfois qui s'enchaînent à la suite, moi je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, moi je suis pas dans le même milieu, j'ai pas autant de connaissances que toi en termes de séries, de films et tout ça. Et je me dis, si je devais illustrer avec des films, je ne saurais même pas comment ni où chercher. Et c'est aussi pour ça que voilà, c'est pour ça que toi tu fais ça et pas moi et pas beaucoup d'autres personnes. C'est que forcément on fait ça en fonction de nos préférences et que ça fait aussi partie des choses bien plus difficiles à déléguer. Ou alors il faudrait écrire, alors j'aimerais que tu me mettes ici la séquence X ou Y du film X ou Y que tu vas aller chercher, etc. Donc ça te prend aussi du temps et c'est encore autre chose. Mais là effectivement il y a une notion évidemment de délégation, être d'accord en tant que papa d'une chaîne YouTube de plusieurs années, de lâcher un peu ton bébé et de permettre à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Je sais ce que c'est très difficile à faire. Et il y a aussi la notion de moyens financiers bien entendu, qui est assez inhérente à ce milieu. Si on fait tout seul depuis le début, c'est parce qu'on n'a pas de moyens généralement, et que si on ne le fait pas, personne d'autre va le faire à notre place. Donc en ce qui concerne les moyens, tu m'as parlé de la bourse du CNC, tu as très certainement les publicités YouTube qui rentrent en compte. Et en fait, moi, ce que je me suis dit aussi, c'est que j'en reviens à quand tu m'avais écrit un email à 35 000 abonnés pour qu'on fasse une vidéo sur le handstand ensemble. Et ben, t'étais venu de Paris jusqu'en Suisse en train, t'avais fait l'aller-retour se faire. J'avais pas de budget à l'époque. Voilà, t'avais pris un Airbnb, etc. Enfin, ça coûte cher de faire ça, ne serait-ce qu'en temps que tu pourrais déjà passer à travailler pour gagner de l'argent. Donc en coût d'opportunité, plus encore en coût de transport. Donc comment est-ce que tu t'en es sorti financièrement pour faire cela? Tu travaillais à côté, j'imagine. Puis comment est-ce que ça s'est développé un petit peu? Est-ce que je suppose que, vu que ça fait 4 ans que t'en fais, ton objectif c'est quand même de pouvoir vivre de tes vidéos et de ta création. Comment est-ce que ça s'est un petit peu passé cette aventure pendant ces 4 ans? Bah alors du coup quand j'étais venu te voir, en fait tout ce que je faisais c'était des dépenses sur ma thune à moi, donc j'avais ni argent de YouTube parce que à 30 000 abonnés tu gagnes pas d'argent. Tu fais 20 balles par mois. Donc j'avais pas ça, j'avais pas d'aide du CNC. Moi tout ce que j'ai toujours eu c'est des économies parce que mes parents m'ont toujours appris à avoir des économies, donc j'ai toujours eu un matelas qui fait que je pouvais pas être à la rue. Et parce que aussi pendant longtemps j'ai eu les APL tout simplement, qui payent le loyer quand t'as 0€ tous les mois, t'es un peu obligé. Et moi en fait j'ai tout simplement essayé pendant 3 ans de vivre avec un peu le moins possible. Donc ça a été un peu des fois négatif parce que ça allait jusqu'à je me nourrissais pas forcément assez. Alors je suis pas en train de faire la petite victime, mais c'est juste pour dire je faisais pas des énormes courses, j'avais pas forcément envie d'aller chez le médecin ou des trucs comme ça. Tout ça fait qu'au bout d'un moment, à force de te limiter, tu manges pas bien, machin, et c'est pas bon pour ton mental, tu vois. Et je me suis dit, c'est un peu dommage. Donc j'ai commencé à me dire, je puise un peu dans mes économies, donc c'est là où j'ai un peu touché les économies. Et en fait, pendant longtemps, j'ai vécu sur des économies, en fait, tout simplement, plus les APL, tu vois, parce qu'en fait, moi, j'arrivais pas j'arrivais pas à me mettre dans l'idée que j'allais avoir un travail à côté, parce que j'avais essayé, parce qu'au début de la chaîne j'étais encore coursier, tu vois, et que en fait ma tête ne pouvait pas être disponible pour 2 choses. Donc je me suis dit je vais galérer pendant un bout de temps, mais je préfère en fait galérer que faire 2 jobs en même temps. Donc en fait pendant longtemps c'était juste économie et APL quoi. Donc c'est un peu rachitique, tu vois. Mais je m'en suis sorti largement quand même, parce que je suis pas dépensier, et parce que voilà, c'était... T'as pas l'air du coup, effectivement. Oui. T'as l'air quand même de
de faire attention à tes priorités et que forcément, du coup, ça voulait peut-être dire, alors je sais pas dans la chronologie comment ça se passe, mais que t'étais bien plus à même de dépenser 150 € dans un aller-retour en Suisse pour filmer une vidéo que déjà en soirée, ça c'est le cliché, ou même pour t'acheter les meilleures expériences culinaires quand tu vas faire des courses, quoi. C'est ça. Donc non, j'étais pas dans la dépense, et ça m'allait parce que je suis pas un fêtard et que je sors pas tous les soirs et que je dépense pas dans les fringues, enfin tu vois. Et je vais pas mentir, mes parents m'ont aussi souvent aidé, tu vois, les petits chèques à Noël, les petits chèques anniversaires, fait que tout ça cumulé, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé le plus longtemps possible. Parce qu'il faut dire que je l'ai pas dit, mais pendant un temps ils me versaient aussi une pension, enfin tu vois. Alors tout ça s'est arrêté maintenant, j'ai plus rien, mais pendant un temps ils m'ont dit bon, on va t'aider aussi à faire ce que tu aimes. Donc moi j'ai eu l'avantage d'avoir des parents qui t'ont soutenu, en tout cas qui t'ont soutenu clairement, autant qu'ils pouvaient. Si j'avais pas eu mes parents, j'aurais dû faire comme tout le monde, avoir un job, et me débrouiller. Moi mon défaut c'est que c'est pas que j'étais feignant, mais c'est juste que je ne pouvais pas à travailler dans un job vraiment basique, standard. J'avais tout essayé, j'ai travaillé à Amazon aussi, enfin j'ai fait vraiment les trucs manutention. Et vraiment, ça embêtait aussi mes parents parce qu'ils étaient là, mais qu'est-ce que tu vas faire un peu de ta vie ? Il faut que tu travailles, il faut que tu gagnes de l'argent. Et en fait, moi, j'étais dans cette idée-là, mais c'est pas comme ça que je vais la gagner. Donc, je préférais ne pas gagner, tu vois, plutôt que gagner, mais mal, en fait, ou être malheureux. Et ça, c'est un peu, je pense, un défaut que j'aurais pas pu garder si j'avais pas de parents, parce que j'aurais pas eu le choix. Mais vu que j'ai eu le choix, en fait, j'en ai profité. Donc ça, c'est... Peut-être tout le monde ne peut pas se permettre ça. En tout cas, moi, j'en ai profité. En vivant un peu avec le minimum, et en fait au bout d'un moment mes parents ont coupé les trucs, j'avais plus trop d'économies, donc c'était un peu en mode bon là j'arrive au fin du truc et si je veux que ça se développe, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Ça c'était récemment, je sais plus quand c'était. Tu as commencé à 2018 peut-être. Ah oui quand même, d'accord. Et du coup là j'ai commencé une activité de vidéaste, donc je me suis dit bon faudrait que je trouve quand même de l'argent, mais dans un truc qui va être le moins contraignant possible. Donc j'ai fait des mariages, j'ai fait des vidéos pour les entreprises. Mon plus gros fait d'armes, c'est que j'ai fait une petite vidéo promo Insta Nike avec des mecs du parcours. Donc c'était pas non plus payé incroyable, mais c'était mon fait d'armes en mode j'ai travaillé avec Nike, tu vois, quand même, j'étais content. Je travaille chez Amazon, je travaille pour Nike. Chez Amazon, tu peux citer des grands manutentions. T'as bossé dans un entrepôt. J'ai bossé dans un entrepôt, quoi. Mais voilà, en tout cas, alors non, je dis des bêtises, ça c'était 2017. Donc en fait, j'ai eu 2016 où j'ai surtout été comme ça, et après j'ai commencé à l'activité de vidéaste tranquillement 2017, et ensuite 2018 vraiment à fond. Et 2019 j'ai un peu ralenti parce que YouTube commençait un peu à marcher. Et du coup pour vis-à-vis de YouTube, la transition qui se fait à ce niveau-là, parce que là aujourd'hui tu as du coup 135 000 abonnés, tu commences à faire des vues, tu as plusieurs peut-être d'autres sources de revenus en place que les publicités YouTube, on sait, c'est assez connu, généralement 1000 vues on fait à peu près 1 euro, donc il faut quand même faire beaucoup de vues tous les jours et tous les mois pour pouvoir en vivre, ça dépend aussi de où on habite, dans quel pays notamment. Mais qu'est-ce que je suppose que ton but là c'est clairement de pouvoir vivre de YouTube, c'est bien ça. Là aujourd'hui c'est trouver quel va être les sources de revenus, parce que YouTube comme tu dis il faut avoir plusieurs trucs, parce que si tu te bases que sur les revenus publicitaires tu vas être très très variable. Moi quand j'ai un mois où j'ai fait 1 million de vues, je gagne à peu près 1 euro pour 1000 vues, donc ça fait à peu près 1000 euros, donc ça te fait 1000 euros, c'est bien, mais tu le gagnes qu'une fois sur... c'est brut, voilà, c'est brut, que sur 4 ans 1000 euros c'est pas énorme, tu vois. Et donc c'était mon meilleur mois, et sinon j'ai des mois à 300 euros, j'ai des mois à 400, tu vois, donc ce qui fait que c'est tellement variable qu'il faut que je trouve d'autres moyens, et ça me permettra justement aussi de rester indépendant et de créer toujours le contenu qui me plaît, parce que sinon là je pourrais te dire ma vidéo qui a marché c'est les pieds nus, donc là maintenant je fais que des trucs de 30 jours où je fais pendant 30 jours je vis sans t-shirt, pendant 30 jours je vis sans papier toilette, tu vois. Et à côté elles vont peut-être faire tous 400 000, 500 000 vues, c'est très bien, mais je vais très vite être triste et je vais très vite peut-être gagner plus d'argent, mais et c'est une stratégie que beaucoup de youtubeurs font, c'est très bien, ils ont trouvé le truc, ils le multiplient, et c'est je pense le meilleur moyen de vite monter, et voilà. Mais moi si je le fais, clairement je pense que je me grille ma santé, mon bonheur et tout, tu vois. Donc il y a la source revenu publicitaire. Moi j'ai essayé de commencer à créer un peu des petites formations qui permettent de complémenter les vidéos. Donc pour le piano j'avais fait un guide, là pour la vidéo sur le porno c'était une aide sur comment arrêter de consommer du porno. Donc des formations en ligne, payantes, des trucs payants basiques avec des conseils, creuser plus la vidéo pour te soutenir aussi, j'imagine, bien sûr, pour gagner, pour que tout le monde y gagne si ça intéresse la personne
Donc t'as revenu publicitaire, j'essaye de créer des petits trucs. Après t'as un peu de liens affiliés Amazon. Ouais, on a tous fait. Moi j'en ai encore un. Ouais. C'était ma deuxième source de revenus aussi, je me souviens. Bah oui, j'ai commencé sur YouTube. C'était ma toute première même, je crois. Okay. Parce que dès le départ ou dès ma 5 ou 6e vidéo, j'ai pris connaissance de ça. Et avant même d'être accepté dans la monétisation, j'avais des liens d'affiliés qui me faisaient gagner. Je crois que j'ai jamais fait plus que 350 € sur un seul mois Amazon. Au début, c'était... Alors, ça c'est aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je mets beaucoup moins en avant. Mais au début, je me souviens, je touchais 80, 100 € par mois avec Amazon. C'était pas désagréable, hein, forcément. Ouais, on accepte pour un truc qui est dans la description sans rien faire. Oui, clairement. Et tu peux pas construire un business là-dessus. Et ça c'est sûr. C'est clair. Donc, tout ça. Et là, le truc que j'ai eu en 2019, du coup... en 2020. Oui, le CNC, du coup, parce que j'en ai beaucoup entendu parler en tant que créateur de contenu. Des fois, je vois écrit au début des vidéos CNC. En gros, j'avais été taper ça, j'avais vu des vidéos dessus. Je crois que le Roi des Rats avait fait une vidéo dessus en mode le CNC, c'est un comité qui donne de l'argent aux youtubeurs, mais il est présidé par des youtubeurs. Du coup, on sait pas trop comment ça se passe. J'ai pas vraiment d'opinion à part ce que j'ai entendu. Et je sais que c'est un comité qui donne de l'argent aux créateurs. Et vu que j'en fais partie, je me dis peut-être que je dois être concerné. Comment ça fonctionne un petit peu cette histoire ? Bah alors du coup, t'as deux types de bourses. T'as la bourse si tu veux faire par exemple une fiction sur cet épisode avec une équipe, vraiment un truc un peu ciné-fiction, tu vois. Donc ça c'est la bourse pour créateurs, et après t'as la bourse si tu veux développer ta chaîne. Donc c'est en fonction de ton nombre d'abonnés. Si t'as 10 000 abonnés, tu fais créateur. Si t'as 50 000 abonnés, ce que j'avais, tu fais développement de la chaîne. Le développement de la chaîne, c'est pour t'aider à recruter des gens, à créer ton business, à vraiment développer du coup dans tous les domaines ta chaîne. Donc moi j'ai postulé pour ça, mais pour des raisons un peu mystérieuses, ils n'ont pas accepté de me donner de l'argent en tant que développement de chaîne, mais en tant que créateur, en me disant il manque l'aspect créatif dans votre projet. D'accord. Et donc choisir une thématique de vidéo, une série, c'est ça ? Bah non, en fait, créatif. Non, même pas. Là, pour le développement, c'était plutôt vraiment... Bon, bien sûr, tu dis combien de vidéos tu veux faire dans l'année, mais c'est moi ce que j'ai mis en avant, parce que je croyais que c'était pour ça la bourse, vraiment, c'était... je leur ai dit, bah moi, je veux recruter ça pour créer ça, j'ai l'idée de faire ça, ma stratégie, c'est ça. Mais en fait, ils m'ont dit, bah non, nous, on veut plus du créatif. Mais je suis, ouais, mais c'est pour le développement de la chaîne, je comprends pas. Du coup, ils m'ont quand même donné une bourse de 5 000 €. Sachant que j'avais fait un budget pour un an pour avoir 28 000 €. Okay. Donc c'était une grosse somme qui me permettait vraiment de développer à fond la chaîne. Et là, je payais tout le monde. Tu vois, je pouvais payer prévu un gros plan. Voilà, j'avais un gros plan. Je pouvais payer les cadreurs, je pouvais payer motion design, je pouvais payer quelqu'un pour tout ce qui est community management. J'avais vraiment imaginé un vrai truc, tu vois, pour vraiment développer. Et ils m'ont donné 5 000, ce qui est déjà encourageant dans le sens où je pense qu'ils peuvent pas donner direct un gros lot à un youtubeur qui a jamais fait de demande, parce qu'il y a un risque, tu vois, s'ils leur donnent 28 000 avec le mec qui part avec ou qui fait n'importe quoi. Donc ils donnent des petites sommes, je pense, au début. Ça veut dire qu'ils ont quand même trouvé le truc bien. Enfin, c'est ce que j'en ai conclu. Ils veulent t'encourager, en tout cas. C'est ce que j'en ai conclu en discutant avec des gens qui l'ont eu, parce que j'en connais du coup plusieurs. Et ils m'ont dit, c'est déjà bien que t'aies 5 000. C'est-à-dire qu'ils ont quand même trouvé de la valeur, et qu'en fait, maintenant, il faut que tu montres ce que t'as fait avec ces 5 000, et que tu reviennes avec le même budget, et que tu dises, maintenant, vous avez vu, j'ai machin. Donc le CNC... par rapport à la question du jury, moi j'ai vu des trucs passer, notamment le Raptor Dissident en a parlé, il y a eu pas mal de trucs sur est-ce que tu vois, selon je te parle, qu'il y a eu 50 000 € pour une chaîne où bah en fait elle parle souvent face caméra, où tu te poses la question pourquoi elle en a besoin, et que tu vois une autre vidéo où elle parle que c'est pour chauffer sa maison. Enfin, il y a eu pas mal de trucs un peu polémiques sur ça. Moi j'ai pas pu s'enquêter et je vais pas accuser qui que ce soit, mais c'est pour dire que c'est un peu comme dans tous les milieux, bah forcément, oui, t'as des gens qui se connaissent. Effectivement, si Cyprien est dans le jury, peut-être que ça va favoriser. Après, il y a quand même d'autres jurys, donc j'espère que ça contrebalance. Mais bon, moi j'ai eu de l'argent, il y a des amis qui ont de l'argent, donc je sais pas non plus un truc où tu te dirais qu'il y a que ceux qui marchent déjà. Mais effectivement, quand tu regardes qui a gagné les sommes, tu vois Brut. Tu te dis pourquoi Brut, c'est un média journalistique, mais ils sont quand même considérés dans le truc youtubeur créateur. Bon, ils ont aussi une chaîne, hein, c'est pour ça. Tu vas beaucoup voir les grosses chaînes, tu vois souvent les courts-métrages de Cyprien, mais par contre, quand il est dans les projets qu'il demande, il est pas dans le jury. Bien sûr. Donc voilà. Donc voilà, effectivement il y a sûrement des... Non, moi je voulais pas lancer la polémique là-dessus, je trouve ça extrêmement bien.
qu'il y ait un fonds qui soit dédié à aider, rien que de se dire tiens, il y a des gens qui vont donner de l'argent à d'autres personnes qui font entre guillemets les clowns dans leur chambre sur internet, tu vois, parce qu'aux yeux de pas mal de personnes de certaines générations peut-être plus âgées aussi, aller sur internet pour faire carrière c'est dérisoire et bizarre en tout cas. Donc non, je trouve ça hyper bien et je connaissais pas très bien, je savais que ça existait, mais je suis super content en plus que t'aies pu toucher ça. Je suppose qu'ils demandent, évidemment, ils te versent pas ça comme ça c'est trois fois rien, il faut faire un gros projet. C'est parce que moi j'ai bossé dans l'associatif pendant 6 mois pour mon service civil et je faisais un peu de recherche de fonds et je sais que la recherche de fonds c'est... Enfin, quand tu es une association et que tu demandes à ceux qui donnent de l'argent aux associations, c'est des gros projets, t'espères que ça tombe parce que sinon t'es mal parce que t'es obligé. Mais non, c'est cool que ça existe ce genre d'aide. Ouais, et puis je pense que t'as ta chance en fait, quel que soit un peu ton projet. Tu vois, moi quand même quand j'y suis arrivé, je connaissais rien, j'allais à peine avoir 50 000. Tu vois, j'ai fait le projet en espérant avoir 50 000, j'avais 45 000 et c'était pour le truc à 50 000, donc et ça a marché. Donc moi je suis quand même reconnaissant et je trouve que oui, quand tu vois les trucs polémiques, tu dis c'est un peu, tu te poses question, mais en fait, vu qu'il y en a aussi d'autres, moi j'ai, comme je dis, il y a plusieurs amis qui sont pas des grosses stars qui ont réussi à l'avoir, moi j'en ai réussi, je trouve que finalement, peut-être qu'il y a du copinage comme dans tous les secteurs en fait, mais que clairement ça reste un truc juste et que même si t'es un bon projet et que tu le montes bien, t'as quand même tes chances d'avoir de l'argent quoi, donc, et c'est juste une question de crédibilité, forcément. Cyprien, son projet, tout le monde, c'est crédible, tu sais qu'il va pas faire n'importe quoi avec l'argent, donc forcément il le donne plus facilement. Donc quand toi t'arrives et que t'es nouveau, forcément il y a un truc, voyons déjà ce qu'il fait avec les 5000, si ça se passe bien sûr on donnera plus, tu vois. Donc faut aussi... faut faire ses preuves. Voilà, faut faire ses preuves. Ouais, non, c'est... Mais je trouve pas que ça soit un fonds injuste ou toi... Non. Ça me semble extrêmement bien, après forcément tu rentres toujours dans un jeu et un système, il faut se fier, il faut jouer avec les règles du jeu pour pouvoir faire quelque chose. Très bien. Peut-être t'as d'autres projets pour la suite, parce que là, tu commences gentiment avec les vues, avec ce que tu fais à côté, tu commences quand même à faire un peu plus de revenus. T'arrives peut-être pas encore à vivre de ta chaîne aujourd'hui, mais t'as d'autres projets financiers, tu veux dire, ou genre... Pour ta chaîne, parce qu'on pourrait se demander aussi, c'est pas forcément la même chose, mais... La thématique de ta chaîne, ce que tu as envie d'apprendre des choses, ça je suppose que t'es encore loin d'avoir épuisé le sujet, tes rêves sont encore nombreux probablement sur ta liste, encore pas mal de cases à cocher. Ouais, je sais pas trop où je vais en venir avec cette question. Alors c'est vague parce que j'ai beaucoup de trucs, mais juste pour l'aspect financier, je suis encore en train de rechercher quelle est la chose que je vais pouvoir vraiment créer ou vendre qui me fera vraiment vivre totalement de ma chaîne, parce que là c'est pas encore le cas. Je suis toujours dans un truc un peu où mes économies restent un bon matelas, et en fait chaque mois les économies j'essaye pas de les utiliser, j'essaye vraiment de me concentrer sur ce que je vais gagner, donc de petit à petit j'arrive quand même au moins à payer le loyer, à manger tranquillement. Donc là j'aimerais juste sortir de ce truc là un peu bâtard où t'es là un peu entre les deux chemins quoi, mais vraiment là je suis pas du tout à la rue, ça va très bien, donc ça c'est déjà cool, tu vois, de se dire j'ai une chaîne YouTube et je mange et je paye un loyer, c'est déjà super cool. Et voilà, maintenant le projet c'est de trouver un truc viable, que ça soit faire des placements de produits plus régulièrement, même si c'est pas forcément mon plaisir particulier, mais sponsoriser, des sponsors, trouver un truc viable. En fait, il y en aura toujours plusieurs, mais trouver un principal, donc ça c'est un peu ma quête en ce moment, donc je me pose pas mal de questions là-dessus. Et après sur les projets non financés, juste les projets de rêve, là j'ai, comme tu le dis, j'ai une liste infinie en fait, donc j'ai vraiment, moi quand je visualise vraiment ma chaîne à long terme, c'est vraiment juste que j'imagine vraiment de plus en plus de projets peut-être plus ambitieux, donc peut-être pourquoi pas pouvoir filmer 30 jours seul en autonomie dans la forêt. Avec quelqu'un qui te filme du coup. Ouais, tu vois. Bah oui, forcément. Forcément, mais quand même en autonomie. Lui mangerait son sneakers et moi je serais derrière. Quand je dis forcément, il y a besoin d'un gros budget pour une vidéo pareille. Alors, pas forcément, je pourrais le faire à la GoPro, tu vois, mais je me dis, même juste avoir une équipe au cas où, tu vois, d'un mec un médecin qui me suit et juste de loin. Mais tu vois, j'aimerais bien me dire, je fais des projets comme ça où je peux engager un peu des gens, mais c'est des trucs ambitieux qui vont me plaire et qui vont forcément marcher, parce que vivre en autonomie, même si c'est un truc qui est un peu survivaliste, maintenant tout le monde regarde ça parce que ça intéresse, tu vois, le truc de survivre, ça a toujours intéressé. Donc j'ai énormément de projets, de gros projets comme ça, j'ai des idées à foison, j'ai des trucs comme, ça je sais pas si on en a déjà parlé, mais voilà, ouvrir une académie, ouvrir une école un peu de super-héros, toujours dans l'idée d'apprendre, de développer son corps, le parcours, la self-défense, tu vois. Quelque chose en concret. Ouais, un truc concret, une vraie salle.
un peu la salle que je voudrais pour moi, en fait, une salle de rêve. Et un des trucs à long terme que forcément, en tant que cinéphile, je veux faire, c'est créer une série. Alors, j'hésite entre une série animée ou une série en réel, tu vois. Donc ça, c'est un vrai truc que j'ai déjà écrit, que c'est déjà vraiment un truc que... C'est un de mes plus gros rêves, on va dire. Ouais, quand même, ouais. Donc c'est des projets vraiment futurs, mais là pour l'instant c'est surtout devenir autonome financier, enfin indépendant financier, pardon. Ouais. Donc pouvoir vivre complètement de ma chaîne, et en fait c'est pour vraiment pouvoir être indépendant sur mes sujets, parce que j'ai vraiment pas envie de tomber dans un truc mercantile ou de chercher les vues, donc je veux vraiment rester dans un truc authentique où ok, il y aura des vidéos qui vont super bien marcher, c'est trop cool, mais je continue à faire des trucs qui me passionnent, et voilà. Et je suis vraiment aussi en train de me poser la question en ce moment, est-ce que je me concentre pas sur faire des vidéos vraiment qui vont dans le sens de mon envie de me développer sur des compétences précises, donc ça va être plus le combat, la survie, et je fais beaucoup plus de trucs comme ça, ou est-ce que je continue à faire des formats un peu plus fun, tu vois, j'apprends la pétanque, j'apprends le bowling, qui sont des trucs qui peuvent m'intéresser mais qui sont forcément moins marquants et poignants pour moi. Donc c'est un peu le dilemme en ce moment de savoir est-ce que je continue à varier un peu, tu vois, un peu fun, un peu plus profond, ou est-ce que je me dis je fonce sur du profond et je fais vraiment, tu vois, jusqu'à les prochaines années de ma vie que des trucs qui sont vraiment à fond mon rêve, tu vois. Parce que c'est toujours la question du rêve pour moi, c'est comment j'atteins mon rêve, et il y en a forcément des compétences qui ne vont pas dans un rêve particulier, qui sont pour le divertissement, pour la curiosité. Donc et c'est qui peuvent aussi t'aider à construire un peu sur le tout, hein, de toute façon. Ouais. Il y a plusieurs chemins pour atteindre ses rêves, j'espère. Ouais, bien sûr. Quand même. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après 3-4 ans déjà à faire ça, là où t'en es aujourd'hui, moi j'ai l'impression que tu suis quand même assez bien ton chemin de... Je fais quand même les choses à la façon dont j'ai envie de les faire, et je pense que c'est la meilleure façon de rester longtemps dans ce milieu, parce que le burn-out de je fais trop de vidéos trop souvent, ou tout simplement le burn-out de je commence à faire trop de vidéos qu'on attend de moi plutôt que les vidéos que j'ai envie de faire, il y en a beaucoup des youtubeurs qui se sont un petit peu tombés là-dedans et qui ont ensuite fait une vidéo en mode j'en peux plus. Ça, j'ai l'impression que tu en es encore assez loin pour dire que ça fait 4 ans que tu es dedans. Donc clairement, tout ce que je peux te souhaiter personnellement, c'est d'aller encore plus loin là-dedans, parce que la dernière fois, quand on a fait notre collab, t'avais 4 fois moins d'abonnés, si on veut vraiment réduire tout ça à une seule métrique. Donc de mon point de vue, en tout cas, assez lointain comme ça, je suis content de voir que tu prends plus de notoriété et que tu te rapproches de tout ça. Merci. Avec plaisir. Si tu as... je suppose, hein, tu vas renvoyer les gens, si quelqu'un il vient d'écouter cette discussion et se dit tiens, Super Echo, j'ai vraiment envie d'aller regarder ce qu'il fait parce que je pourrais apprendre plein de trucs. Tu veux les renvoyer où vers ta chaîne YouTube? Mon adresse fixe. Ton adresse fixe. Oui, alors ton adresse. Alors j'habite à Paris. Alors t'es où exactement? Du coup la chaîne YouTube évidemment. Super Echo, donc Super H-E-C-O. Ouais. T'as Instagram aussi? Oui aussi. Qui mériterait d'avoir au moins autant d'abonnés, parce que là, c'est difficile. J'ai un gros gouffre entre mes abonnés Insta et YouTube. T'inquiète, moi aussi, c'est normal, je crois. Enfin, c'est normal, je sais pas. Merci Guillaume. Super Echo sur YouTube. Tous les liens sont dans la description et dans les notes de l'épisode. De toute façon, merci énormément pour cette discussion très intéressante. J'espère qu'on pourra faire un épisode 2 dans quelques temps et qu'on pourra discuter de 10 millions d'abonnés. Voilà, quand tu auras 10 millions d'abonnés, quand tu auras ta propre série Netflix d'aventure et de survie. Trop bien. On fera un épisode pour discuter de tout ça. Super. Merci à toi pour l'invitation. Puis à bientôt. Merci encore à Super Echo pour cet échange. Je te recommande d'aller regarder les vidéos qu'il fait sur sa chaîne. Tu trouveras toutes ses informations et ses réseaux en description de l'épisode. D'ailleurs, tu y trouveras aussi un lien vers un nouvel outil que j'ai mis à disposition sur mon site. Un moyen pour toi qui m'écoutes de m'enregistrer un petit message vocal. Par exemple, pour me poser une question à propos d'un sujet que j'ai abordé dans un épisode ou à propos d'une des thématiques générales du podcast à laquelle je pourrais répondre à l'avenir, soit à la fin de certains épisodes, soit dans des épisodes dédiés, suivant l'envergure et la quantité de ces questions et à quel point elles pourraient servir à d'autres personnes. Tu trouveras tout ça sur ericflag.com/podcast. Voilà, n'hésite pas, j'écoute de toute façon absolument tout ce que je reçois avec un très grand plaisir. Et sinon, voilà, on se retrouve jeudi prochain comme d'habitude pour une discussion spéciale avec quelqu'un qui est proche de moi au quotidien, mais que personne ne connaît vraiment pour l'instant. On garde le suspense jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention. En attendant ce prochain épisode, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.